L'objectif de cette vidéo, c'est un guide complet, donc n'hésite pas à la partager et surtout à l'enregistrer. On se retrouve tout de suite sur mon écran. N'oublie pas de t'abonner pour avoir toutes mes prochaines vidéos. On va vraiment tout passer en revue, donc comment et où s'inscrire, combien ça coûte les assurances, le compte en banque, la TVA, les cotisations sociales, les frais pro que tu vas pouvoir déduire, comment ça se passe avec les impôts, les taxes, un exemple concret ensuite de comment est-ce que tu peux calculer combien tu vas gagner exactement, comment facturer, comment gérer ta compta, déclarer ton impôt d'indépendant, bref, tu l'auras compris. Et les derniers conseils, les erreurs à ne pas commettre. On y va. Indépendant, c'est quoi? Donc, en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que être indépendant, donc pour créer ton entreprise, c'est comme si toi-même, tu étais ta propre entreprise. Donc, tu ne vas pas créer une structure en plus, c'est toi-même. Le fait d'être indépendant, ça veut juste dire aux yeux de la loi que tu as le droit de gagner ton propre argent. Donc, tu as le droit, en tant que toi-même, moi, David, j'ai le droit de faire des factures en mon nom. Sinon, une personne normale qui n'est pas indépendante n'a pas le droit de faire des factures. D'accord? Il faut être indépendant pour pouvoir faire des factures. Donc, c'est simplement ça. Donc, vous êtes votre propre entreprise. Donc, il n'y a pas de distinction entre vous et votre entreprise. C'est la même chose. Donc, imaginons vous avez des dettes parce que vous faites un emprunt pour votre projet, mais vous n'arrivez pas à rembourser la dette. C'est vous-même, votre personne, qui êtes responsable lorsque vous êtes indépendant. Donc, il y a quelques risques. Mais évidemment, il y a aussi des avantages, notamment une très grande simplicité au niveau de la gestion de votre business d'indépendant, notamment au niveau de la comptabilité, par exemple. C'est beaucoup plus faible à ce que vous devez faire qu'une entreprise. Donc, il y a les entreprises individuelles, donc le fait d'être indépendant, mais c'est donc vous-même qui êtes votre propre entreprise. Ou alors, vous avez également une entreprise en société. Donc là, vraiment, vous allez créer une société, une entité morale, comme on appelle ça. Donc, il y a en Belgique, il y a les SRL, les SA, les SC. Ça, on va pas du tout en parler ici. Pourquoi? Parce que l'objectif ici, c'est de parler uniquement d'être indépendant. Et lorsque vous voulez lancer une société pour certains projets, par exemple, qui demandent beaucoup plus d'investissement, ou si vous vous mettez avec d'autres personnes, il va falloir créer une société. Mais là, évidemment, il va falloir créer des statuts, il va falloir être sûr de choisir le bon modèle d'entreprise. Donc là, évidemment, il faudra demander conseil à une fiduciaire, un expert dans la création d'entreprise qui va vraiment pouvoir vous conseiller. Et ça va coûter de l'argent, réellement coûter de l'argent, quelques milliers de francs, de pouvoir ouvrir une entreprise, une SRL, SA ou SC. Donc là, il vaut mieux évidemment demander conseil à un expert qui va vous aider à ouvrir l'entreprise. Mais en tant qu'indépendant, ça coûte pratiquement rien, vraiment pratiquement rien. On va le voir après justement. Donc voilà la différence déjà entre une entreprise individuelle, être indépendant, ou une entreprise en société. Déjà, ça, il faut bien comprendre la différence. Donc vous êtes responsable de tout, des dettes, mais également de tous les bénéfices. Tous les bénéfices sont entièrement du coup pour vous si vous êtes indépendant ou indépendante. Donc quelques idées des métiers qui sont adaptés par exemple au statut d'indépendant. Donc tous les services à la personne, les services aux entreprises, la vente en ligne par exemple, de vendre en ligne, faire du e-commerce, tout ce qui est de l'artisanat, l'informatique et tout ce qui est technologie, donc développement web, créer des sites internet, donc tout ça c'est adapté. Ensuite, petits travaux et services et restauration et alimentation, c'est possible d'être indépendant dans ces métiers-là. Personnellement, moi, je vous conseillerais, si vous ouvrez donc tout ce qui est plomberie, électricité, il commence à y avoir il peut y avoir des frais importants. Si par exemple vous faites de la plomberie et que vous faites une erreur professionnelle, eh bien, ça peut vite coûter cher. Et étant donné que vous êtes indépendant, c'est vous-même qui allez être responsable. Vous allez devoir couvrir, par exemple, tous les... Alors, bien sûr, il y a des assurances, mais si l'assurance ne vous suit pas parce que l'erreur réellement vient de vous, c'est une erreur professionnelle, ça dépend de quel type d'assurance vous allez prendre, évidemment, mais c'est plutôt dans la logique qu'il faut comprendre ici. Bien, si l'assurance ne vous suit pas et que vous avez une dette envers quelqu'un, bien c'est vous-même qui allez devoir la payer. Et si vraiment vous ne pouvez pas la payer parce que vous n'avez pas les fonds, eh bien, on peut d'ailleurs les huissiers peuvent vous demander de vendre vos possessions pour ensuite rembourser vos dettes. C'est possible. Donc, dans les métiers où il y a un peu plus de risques et où il y a plus d'argent qui est en jeu, moi, je vous conseille directement d'ouvrir une société. Vous allez être beaucoup plus tranquille parce que là, lorsque vous ouvrez une société, s'il y a des dettes ou si vous faites une erreur, eh bien, c'est
la société, mais c'est pas vous. Vous allez être complètement dissocié. Donc voilà un petit peu. Je partirais plutôt donc sur tout ce qui est des services aux entreprises, vente en ligne, artisanat, informatique et technologie. Là, oui, vous pouvez. Donc il y a tous les exemples ici, hein. Par exemple, si vous êtes photographe, consultant, freelance, traducteur, tout ça, évidemment, c'est des métiers parfaits pour le statut d'indépendant. Et puis, sinon, je vous mets des exemples également, donc tous les métiers qui ne sont pas adaptés au statut d'indépendant, donc où il vous faudra ouvrir une société, eh bien tous les métiers nécessitant d'importants investissements. Si vraiment il y a beaucoup de capital qui va être mis de base par vous et vos associés, par exemple, là, il faut ouvrir une société, c'est clair. Des métiers avec des gros risques, par exemple, tout ce qui est architecture, bâtiment, la santé, il peut y avoir des très gros risques, des gros enjeux. Donc là, ouvrez une société, ça vous êtes beaucoup plus couvert. Et tous les métiers nécessitant une structure plus complexe, par exemple, si, voilà, si vous avez plusieurs associés, si vous voulez faire rentrer d'autres personnes par la suite dans votre projet, etc., là, il vaut mieux ouvrir une société. Mais évidemment, je sais que la plupart d'entre vous qui êtes ici, si vous avez cliqué sur cette vidéo, eh bien, c'est que vous voulez certainement ouvrir un statut d'indépendant et donc que vous avez certainement envie de devenir freelance ou quelque chose comme ça. Donc, évidemment, ce sera un métier qui est parfaitement adapté à l'indépendance. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous mettez tout ça en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Donc maintenant, quand et pourquoi devenir indépendant? Alors, si vous avez l'ambition de démarrer votre projet, mais à petite échelle, eh bien c'est parfait. Pourquoi? Parce que vous pouvez soit être indépendant à temps plein, ou alors indépendant comme une activité secondaire. C'est possible de faire les deux en Belgique. Donc ça, c'est top. Ça peut simplement vous permettre d'essayer. D'accord? Donc ça peut être une très bonne idée. Et également, le métier d'indépendant, enfin le statut d'indépendant, vous évite une charge administrative qui est lourde. Une société, il y a beaucoup plus d'administratifs, c'est sûr. Et donc, ça va vous permettre de tester votre projet. Vous commencez peut-être en tant qu'indépendant, puis si vraiment ça fonctionne bien, eh bien ensuite vous pouvez, si vous souhaitez, ouvrir une société si ça devient plus grand. Et donc, comme je l'ai dit, vous pouvez compléter vos revenus et vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec une prise de risque qui est limitée. Donc voilà un tout petit peu pourquoi et quand devenir indépendant. Alors quand devenir indépendant? Eh bien, c'est à partir de 18 ans, vous pouvez devenir indépendant. On va le voir encore après, hein, les conditions pour devenir indépendant. Mais dès que vous avez envie, eh bien, vous pouvez devenir indépendant. Il n'y a pas de règle ici. Évidemment, pour pouvoir facturer les gens, il faut être indépendant. Donc, eh bien, juste avant de commencer à avoir vos premiers clients, eh bien, vous pouvez demander votre statut d'indépendant. Et on va voir exactement comment le faire. Donc, voici comment et où s'inscrire. Donc ici, il y a 14 étapes. Il y en a 4 qui sont grisées parce qu'elles ne sont pas obligatoires, mais on va toutes les voir étape par étape comment le faire. Donc, on commence tout d'abord par, il faut vérifier les conditions pour créer une entreprise en Belgique. Est-ce que vous avez le droit ou pas? Évaluer votre point de départ, votre situation personnelle, et ensuite choisir une structure juridique pour votre entreprise. Donc ici, bien évidemment, ce sera être indépendant. Ensuite, il faudra ouvrir un compte bancaire pro, choisir une adresse pour ton entreprise, choisir le nom de ton entreprise, élaborer un business plan. Si tu es indépendant, tu n'as pas forcément besoin de le faire. Tu veux ouvrir une société, en Belgique, tu es obligé d'avoir un business plan, un plan d'affaires. Mais ici, on ne va pas le voir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire et moi, je ne te conseille pas de le faire. Vraiment, tu vas passer énormément de temps à le faire et au final, après 2 mois, ce sera plus du tout comme tu avais imaginé. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est lance-toi et tu vas découvrir finalement le métier en faisant. Évidemment, si c'est, par exemple, si tu lances un restaurant, évidemment, là, c'est autre chose. C'est pas uniquement être indépendant. C'est clair qu'il faut quand même créer un business plan. Lorsqu'il y a beaucoup d'argent en jeu, il faut évidemment créer un business plan. Mais sinon, si tu veux être freelance dans des métiers, par exemple, de prestation de services pour d'autres entreprises, eh bien là, il n'y a absolument pas besoin de business plan. Vraiment, je ne te conseille pas de le faire. Tu vas plus perdre du temps qu'autre chose. Ensuite, il faut définir les activités économiques de votre entreprise. On verra exactement ce que c'est. Faire reconnaître vos qualifications professionnelles si nécessaire. Ce n'est pas une obligation ici. On va le voir. Ensuite, vous inscrire auprès de la banque des entreprises. Vous inscrire à la TVA. Demander les autorisations si nécessaire. Encore une fois, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, c'est pour ça que je le mets en gris ici. Vous affilier à une caisse d'assurance sociale parce qu'en tant qu'indépendant, vous allez devoir payer vos propres assurances sociales et vous inscrire en tant qu'employeur. Ça, de nouveau, ce n'est pas forcément obligatoire si vous n'avez pas
de collaborateurs, eh bien, ce n'est pas obligatoire. On va également le voir par la suite. Donc, il y a un site qui explique les démarches extrêmement bien, c'est Start Business Belgium. On va le voir. Encore une fois, tout ça est en description. Donc, je vais cliquer dessus, on va voir les étapes ensemble. Alors, voilà le site sur lequel tu vas arriver en cliquant là-dessus. Alors, moi, je vais le mettre en français. Voilà, donc là, tu dois déjà décider quel type d'entreprise tu souhaites créer. Donc, nous, c'est une entreprise individuelle. Et ensuite, ici, eh bien, vous avez toutes les étapes. Donc, c'est celles que je viens de te donner. Et ils nous disent celles qui sont obligatoires ou non. Hein, comme je vous l'ai dit, élaborer un business plan, il n'y a pas besoin. Et tout ce qui est en rouge ici, eh bien, il y a besoin de le faire. Donc, on va regarder ça ensemble. Vérifier les conditions pour créer une entreprise en Belgique. Donc, si tu cliques sur lire la suite, voilà, tu as un petit encadré et voilà, tu as ici les informations. Donc, premièrement, tu dois avoir la majorité légale, tu dois avoir 18 ans. Tu dois ne pas être déclaré légalement incapable ou mis sous contrôle judiciaire. Alors, si tu l'es, tu le sais. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, c'est que tu ne l'es pas. Donc, tu es tranquille. Tu dois également jouir de tes droits civils et politiques. Encore une fois, si tu n'es pas au courant de ce que c'est que tu jouis de tes droits civils et politiques. Et tu ne dois pas avoir été interdit d'exercer des actes relatifs à une activité professionnelle indépendante. Encore une fois, si tu n'as jamais entendu parler de ça, c'est que c'est bon de ton côté. Donc ça, c'est les premières choses pour pouvoir, en Belgique, lancer une activité d'indépendant. Ensuite, les conditions qui sont liées à la nationalité. Donc, si vous êtes issu, donc tu dois être soit belge, soit un professionnel issu d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Donc, il y a la Suisse également qui rentre dedans, tout comme la Norvège, je crois aussi. Donc, si tu es issu d'un État membre de l'Union européenne, tu peux demander une carte professionnelle. On ne va pas forcément voir les détails ici, puisque si tu es là, c'est certainement que tu es belge. Donc, on ne va pas aller plus dans les détails, mais comme ça, tu as les infos ici si tu le souhaites. Ça, par contre, c'est important. Eh bien, il y a des conditions liées à l'activité. Donc, tu dois avoir des capacités entrepreneuriales prouvées. Et ça, je vais juste te montrer un peu plus en détail ce que c'est. Donc, je vais juste revenir sur le PDF que je t'ai préparé pour vraiment que ce soit bien clair, parce que ça, c'est très, très important. Donc, comme on vient de le voir, pour pouvoir lancer une activité, il y a des conditions légales pour pouvoir être indépendant à titre principal. C'est-à-dire que ça va être ta seule activité. Il y a des conditions liées à la personne, donc comme on l'a vu ici, donc être belge, être légalement capable, ne pas être privé des droits civils, être belge ou de nationalité européenne et ne pas exercer une profession incompatible. Par exemple, tout ce qui est avocat, huissier, police judiciaire ou juge, voilà, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut faut faire une demande spéciale. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais tu sais que si tu fais l'un de ces métiers, eh bien, tu as demandé une autorisation spéciale. Et donc, il y a également des conditions liées à l'activité, comme on l'a vu. Il faut que tu puisses prouver que des connaissances dans la gestion de base des entreprises. Donc, soit tu as un diplôme universitaire, par exemple un bachelor ou un master, là-dedans. D'accord? Donc, ça, c'est bon. Soit tu peux attester d'une expérience professionnelle. L'expérience doit avoir duré entre 3 et 5 ans, dépendamment de quel niveau tu étais dans l'entreprise. Ou alors, ce qui est possible également, tu peux suivre une formation de promotion sociale, soit au cours du soir, soit durant la journée. Ou alors, tu as encore l'option de réussir l'examen du jury central des connaissances de base. Et donc, tu peux t'inscrire à cet examen. Donc, c'est beaucoup plus rapide que le reste. Donc, si tu n'as pas un des trois autres, tu peux tout simplement t'inscrire à un examen. Il y aura des questions. Tu vas devoir aller, je crois que c'est à Bruxelles. Et tu vas devoir répondre à un certain nombre de questions pour que l'on teste si tu as ces connaissances de gestion de base entreprise. Je te mets le lien en description si tu veux t'inscrire à cet examen. Évidemment, tu as plus d'informations là-dessus, donc je te mets le lien en description. Donc si tu n'as pas forcément un diplôme, si tu n'as pas d'expérience pro attestée ou que tu n'as pas su, alors tu peux très bien, si tu veux également suivre une formation de promotion sociale, donc ça tu peux également regarder sur Google. Mais je te mets le lien de l'inscription au jury central, à l'examen du jury central pour les connaissances de gestion de base, si tu souhaites t'inscrire et en savoir plus. Donc ça, c'est la première chose, tu dois pouvoir prouver des connaissances de gestion de base entreprise. Ensuite, tu dois également, pas pour tous, mais tu dois pouvoir prouver des connaissances professionnelles pour des activités réglementées. Par exemple, architecte, garagiste ou restaurateur.
c'est des activités qui sont réglementées. Ça demande un savoir-faire et donc tu dois prouver des compétences professionnelles. Tu dois prouver avec un papier notamment. Et donc, pour certains, tu dois également avoir une autorisation. Par exemple, si tu veux faire marché ambulant, si tu veux faire les marchés un petit peu partout en Belgique, eh bien, tu dois demander une autorisation de marchand ambulant. Tout comme si tu veux faire d'un commerce alimentaire ou une activité liée au tourisme, tu dois demander une autorisation pour le faire. L'État doit t'autoriser à faire ces métiers-là. Donc, je te mets encore une fois un lien en description pour les métiers qui demandent une autorisation ou qui demandent des compétences professionnelles. Encore une fois, si tu fais un métier de prestation de services pour d'autres entreprises, tout ce qui est, on va dire, les métiers en freelance, la plupart, tu n'as absolument pas besoin de compétences particulières ou d'autorisation nécessaire. Mais je te mets quand même ça en description. Tu peux checker comme ça, tu es sûr si tu as besoin de le faire. Mais voilà, les métiers principaux, c'est architecte, garagiste, restaurateur, tout ce qui est marchand ambulant, commerce alimentaire ou activités liées au tourisme. Les coiffeurs également ont besoin parce qu'évidemment, il faut un papier pour savoir, pour prouver que vous savez coiffer. Voilà, tous ces métiers qui demandent un savoir-faire, il faut prouver certaines compétences lors de votre inscription. Et pour certains métiers, bien, c'est possible d'avoir les deux. Par exemple, un restaurateur, il faut à la fois prouver les compétences professionnelles et à la fois demander une autorisation. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est les conditions légales pour pouvoir, pour savoir si oui ou non vous pouvez déjà démarrer votre activité d'indépendant. Et si vous ne pouvez pas encore, eh bien, il va falloir vous inscrire, par exemple, à l'examen du jury central. Donc, euh, apprendre un petit peu bien la gestion de base des entreprises. Je te mets tous ces liens en description. Donc là, on a vu comment devenir indépendant. Enfin, on a vu les comptes, pas comment, mais les conditions légales pour devenir indépendant à titre principal, c'est-à-dire si vous avez envie d'en faire votre métier à 100%. Maintenant, vous pouvez également avoir un petit pourcentage de votre activité, donc à titre complémentaire. Donc les conditions légales sont exactement les mêmes, donc liées à la personne, c'est la même chose. Par contre, ici, il y a juste deux choses, mais évidemment, c'est logique, c'est toujours la même chose, tout ce qui est lié à l'activité avec les compétences professionnelles à prouver si besoin, les autorisations nécessaires. Mais on rajoute juste deux choses qui sont avoir une activité principale. Bien évidemment, vous devez avoir une activité principale pour pouvoir demander l'ouverture d'un statut d'indépendant à titre complémentaire. Et il faut également l'autorisation de votre patron ou de votre patronne actuelle si dans votre contrat que vous avez actuellement, dans votre contrat de travail, eh bien, il est stipulé que vous devez demander l'autorisation de votre patron si vous voulez ouvrir un statut d'indépendant à titre complémentaire. Il y a certains contrats où ça n'est pas stipulé que vous devez demander l'autorisation, donc vous pourriez l'ouvrir sans l'autorisation du patron. Maintenant, moi, ce que je vous conseille très sincèrement, c'est dans tous les cas de demander l'autorisation de votre patron ou de votre patronne si vous souhaitez ouvrir un statut d'indépendant à titre complémentaire parce que, évidemment, vous allez travailler plus, alors normalement pas plus que 100%, mais évidemment, on ne compte pas nos heures quand on est indépendant. Donc, moi, je vous conseille, pour être sûr que vous n'ayez aucun problème avec votre employeur actuel, c'est de toute façon demander une autorisation, comme ça vous êtes tranquille de ce côté-là. Voilà pour les conditions. On verra après combien ça coûte. Donc moi, je vais revenir un petit peu en arrière et on va voir la suite des démarches à faire. Je reviens là-dessus. Donc ça, on vient de le voir. Ah, il n'a toujours pas changé. Voilà. Ensuite, évaluer votre projet de départ. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, ici, on ne va pas forcément aller voir dans les détails parce que en fait, on va voir tout ça, mais vous avez des détails particuliers si par exemple, eh bien, vous êtes en situation de handicap, si vous êtes au chômage parce que vous pouvez bénéficier d'allocations, si vous êtes salarié donc à titre complémentaire, donc on vient de le voir, il y a 2-3 petites choses et donc il vous explique vraiment les démarches pile poil qu'il faut faire pour être sûr de ne pas faire d'erreur si vous êtes déjà un salarié. Ensuite, si vous êtes un conjoint aidant, alors là, on ne va vraiment pas rentrer dans les détails, mais également si vous êtes un étudiant, il y a également, vous pouvez entreprendre en tant qu'étudiant en Belgique, ça c'est très intéressant. Donc voilà, dans la région Bruxelles, Wallonie ou dans la Flandre, vous pouvez regarder les détails ici. Mais de toute façon, ce qu'on va expliquer dans la suite de la vidéo, eh bien, ça sera exactement ce qui est expliqué. D'accord? Mais lisez quand même, c'est très important. Moi, je veux pas, je vous rappelle, hein, je ne suis pas un conseiller juridique,
mais je vous fais une vidéo pour que vous ayez tout au même endroit, tout regroupé au même endroit pour que ce soit facile pour vous. Ensuite, choisissez une structure juridique pour votre entreprise. Donc, encore une fois, on l'a vu, donc il y a soit les entreprises individuelles, on en a déjà parlé, donc c'est vous-même qui êtes votre propre entreprise. Il y a les sociétés, donc là vraiment vous ouvrez une nouvelle, c'est comme si vous créiez une nouvelle personne, c'est l'entreprise, c'est une personne, c'est plus vous-même, c'est une nouvelle personne. Et un organisme à but non lucratif, donc vous l'aurez compris, nous, le seul but ici, c'est ouvrir une entreprise individuelle, le statut d'indépendant. Donc voilà, ce qui est bien ici, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que ça ne nécessite pas de rédaction de statut ni de mettre un capital de départ. Les coûts de constitution sont très faibles. Vous pouvez démarrer très rapidement. Vous êtes le seul responsable et la comptabilité est simplifiée. Donc on l'a déjà vu, on ne va pas passer plus de temps là-dessus. Ensuite, ouvrir un compte bancaire professionnel. Donc encore une fois, vous avez toute l'explication ici. Moi, je veux juste revenir là-dessus, c'est que n'oubliez pas que les sociétés enregistrées en Belgique doivent obligatoirement disposer d'un compte bancaire professionnel local. Donc, en Belgique, vous êtes obligé d'en avoir au moins un. Après, par contre, si vous voulez en ouvrir un deuxième, par exemple une banque en ligne, je pense Revolut par exemple, vous pouvez, mais vous devez au moins avoir un compte bancaire en Belgique. Voilà. Ensuite, vous devez choisir l'adresse de votre entreprise. Donc, évidemment, si vous êtes en entreprise individuelle, là, vous avez encore une fois toutes les explications. Et je veux juste revenir sur un seul point. Donc, comme on l'a dit, il n'y a pas de séparation entre les actifs alloués à l'activité professionnelle et à l'activité privée d'entrepreneur. Et donc, l'adresse officielle de l'entreprise est le domicile officiel de l'entrepreneur. Donc, là, tu n'as pas vraiment le choix en tant qu'entreprise individuelle, c'est ton adresse qui fait adresse pour ton business d'indépendant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça non plus. Ensuite, choisissez le nom de votre entreprise. Donc voilà, quelques infos aussi dessus. Encore une fois, en tant qu'indépendant, moi je te conseille tout simplement donc sur les factures que tu vas faire, tu vas pouvoir mettre le nom de ton entreprise. Moi je te conseille de mettre ton nom et ton prénom. C'est pas plus compliqué que ça. Et comme ça, c'est bon. Par contre, de toute façon, tu peux, si tu veux, créer un. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un statut d'indépendant, donc c'est David Nicolas. Et par contre, je mets un petit logo que j'ai créé, puis c'est David NCL. Bon, voilà. Et par contre, le logo n'a absolument aucune valeur légale. Je le mets juste sur mes factures parce que ça fait joli. Mais mon entreprise individuelle, il n'y a pas de nom particulier, c'est David Nicolas. Je te conseille de faire comme ça. Et puis par contre, après, si tu veux créer un petit logo, tu crées un logo, il n'y a aucun problème. Mais ne t'embête pas avec ça, ça ne va honnêtement absolument rien changer. Maintenant, si tu crées un site internet de vente en ligne, encore une fois, rien ne t'empêche. Le site internet, tu l'appelles comme tu veux, mais vraiment comme tu veux. Et ensuite, dans les pages légales de ton site, là, tu dois dire que ce site appartient à, et là, tu dois mettre ton nom officiel de l'entreprise, donc ton nom et ton prénom avec les informations légales de ton activité d'indépendant. Par contre, le site, tu l'appelles comme tu veux, tu mets le logo que tu veux, d'accord, tu n'as pas forcément à déclarer le nom de ton site. Par contre, évidemment, s'il commence à bien fonctionner, ça peut être intéressant quand même ensuite de protéger le nom de ton site pour pas qu'on puisse le voler. Mais voilà un petit peu dans l'idée. Alors, le business plan, il n'y a pas besoin de faire, encore une fois, comme je l'ai dit. Par contre, comme je te l'ai dit, c'est si tu crées une SA, une SRL ou etc., la présentation d'un business plan est exigée par la loi, mais ça, c'est que si tu crées une entreprise. Ici, c'est un statut d'indépendant, une entreprise individuelle, tu n'as pas besoin, je ne te conseille pas de faire, sauf si tu crées voilà, si tu as une idée où vraiment il y aura, ça te demande un investissement important. Par exemple, si tu veux ouvrir une boutique, je dis n'importe quoi, hein, mais une boutique de vente de vêtements, par exemple, donc un shop de vêtements, là c'est clair qu'il y aura un investissement important, mais dans tous les cas, je te conseille de créer une société si tu fais ça et pas être en tant qu'indépendant, il y a beaucoup trop de risques. Mais si vraiment tu veux être indépendant, ce que je ne te conseille pas du tout là-dedans, eh bien là, effectivement, on va quand même faire un business plan pour que tu aies une idée un petit peu du montant qu'il va falloir mettre au départ, le nombre de ventes qu'il va falloir faire pour te verser un salaire, que tu aies toutes ces idées aussi. Et également, si tu ouvres une boutique de vêtements, certainement, il va falloir faire une demande de prêt à la banque et la banque va certainement demander un business plan pour qu'ils puissent te faire un prêt, sinon ils ne vont même pas
te faire de prêt si tu n'as pas de business plan, ça ne fait pas sérieux. Mais voilà, je ne te conseille pas si tu as une idée où tu as beaucoup d'argent à mettre, je ne te conseille pas d'être en indépendant. Je te conseille de créer une entreprise, c'est beaucoup plus safe. Ensuite, définir les activités économiques de votre entreprise. Alors, ici, ça fait un peu peur. On a l'impression que c'est un peu compliqué. En fait, lorsque vous vous enregistrez, il faut vraiment que vous disiez comment dire, les activités, les différentes activités que vous allez faire en tant qu'indépendant pour que vous puissiez avoir différents codes. D'accord? Parce que c'est pas la même chose si vous faites de la vente en ligne ou si vous faites de la prestation de service. Ce ne sera pas les mêmes codes. Et si vous vendez à l'international ou si vous restez que dans la région de Bruxelles, par exemple, c'est pas la même chose non plus. D'accord? Donc, soyez précis. C'est important que vous ne fassiez pas, une fois que vous êtes lancé en tant qu'indépendant, que vous ne fassiez pas plus, que vous ne sortiez pas de ce que vous avez le droit de faire par rapport à ces codes. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, lorsque vous aurez les contrôles, eh bien, vous pourriez avoir quelques problèmes administratifs à ce moment-là. Alors, ça peut faire peur comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué. Lorsque vous allez aller vous inscrire à la banque Carrefour des entreprises, vous leur expliquez votre projet, vous dites exactement ce que vous allez faire. Et au cas où, lorsque vous êtes indépendant, eh bien vous voyez que vous sortez de cette activité, vous pouvez de toute façon rajouter des codes. Donc, recontacter la banque Carrefour des entreprises pour rajouter des codes. Il faudra simplement payer, c'est pas très cher, je crois que c'est aux environs de 80 ou 100 euros. Donc, vous pouvez toujours rajouter des choses, mais faites-le toujours, rajoutez pour pas que vous ayez des problèmes au niveau administratif, tout simplement. Ah bah voilà, c'est marqué ici, donc changer ou ajouter des codes. Donc là, ces modifications doivent être réalisées via un guichet d'entreprise agréé. On le verra après. Encore, il y a plusieurs guichets d'entreprise agréés. C'est là où il va falloir aller vous inscrire justement. Voilà, là-dessus, ça peut faire un peu peur, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. La banque, la banque Carrefour des entreprises, hein, la BCE, va vous guider là-dedans aussi. Alors ensuite, l'étape 9, vous devez faire reconnaître vos qualifications professionnelles. Donc, comme on l'a vu avant, il y a certains métiers qui demandent évidemment des qualifications professionnelles. Tous les métiers du bâtiment, architecture, dans la santé beaucoup, garagiste, restaurateur, évidemment, vous devez prouver que vous êtes capable et que vous avez des qualifications professionnelles pour ça. Donc, un papier. Ici, vous avez un outil, d'accord? Donc, si vous allez sur le site, vous avez un outil justement pour rechercher si oui ou non, pour votre métier, vous avez besoin d'une qualification professionnelle ou non. Encore une fois, si vous êtes ici, je pense qu'il y a passablement de chances que vous avez, que vous souhaitiez lancer une activité de freelance, donc de prestation de services pour les entreprises. Donc tout ce qui est prestation de services pour les entreprises, community management, copywriting, création de contenu, graphiste, etc. Voilà, ce ne sont pas des métiers où vous avez besoin de qualifications professionnelles. En fait, là où il faut des qualifications professionnelles, c'est tous des métiers où il faut prouver que, voilà, où souvent il y a un contact, soit où il y a un contact directement avec un autre être humain, ou alors où il y a un danger potentiel, tout ce qui est architecture, bâtiment, restauration, il y a un danger si vous ne le faites pas correctement. Donc vous devez prouver que vous êtes capable de le faire. D'accord? C'est un petit peu cette idée qu'il faut avoir, mais rien ne vous empêche de rechercher ici avec l'outil si votre métier, vous devez avoir une qualification professionnelle. Rien ne vous empêche non plus de demander à la banque Carrefour des entreprises si votre métier demande une qualification professionnelle. Ensuite, eh bien, ce sera le moment de vous inscrire à la banque Carrefour des entreprises. Donc là, réellement, ce sera vous inscrire en tant qu'indépendant ou indépendante. Donc, l'enregistrement de votre entreprise à la banque, à la BCE, et l'obtention de votre numéro d'entreprise sont l'une des étapes les plus importantes du processus. Évidemment, c'est grâce à ça que vous allez réellement être considéré comme indépendant ou indépendante. Alors, on va voir ici, donc, pour l'entreprise individuelle, le reste, évidemment, on ne va pas le voir, non, on va juste regarder ceci. Donc, vous devez vous rendre dans un guichet d'entreprise agréé pour vous enregistrer. On vous demandera les codes NAS. Donc, je vais vous mettre en description encore la liste de tous les codes NAS, d'accord? Donc, vous pourrez comme ça directement les données. Évidemment, ils pourront également vous aider. Hein, si vous ne savez pas du tout, ils vont pouvoir vous aider. Ne vous inquiétez pas, mais je vais vous mettre ça en description également. Et le guichet, justement, des entreprises les utilisera pour vous enregistrer en tant qu'entrepreneur individuel. Et ensuite, il vous donnera un numéro d'entreprise à 10 chiffres et ça sera votre numéro d'indépendant ou d'indépendante et votre entreprise sera
ouverte, d'accord? Votre business d'indépendant sera ouvert. Donc ici, vous avez la liste, encore une fois, je mets ça en description, vous avez la liste de tous les guichets d'entreprise agréés. Donc ici, il y a d'abord une petite explication et ensuite, ici, vous avez la liste des guichets d'entreprise agréés pour pouvoir vous, euh, vous déclarer en tant qu'indépendant en Belgique. Donc vous avez ici plusieurs, il y en a 8 en tout. Alors la plupart ont leur siège social à Bruxelles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont uniquement à Bruxelles, d'accord? Mais vous avez le siège social. Vous avez ici les sites internet, comme ça vous allez voir où vous pourrez les trouver. Je vous mets encore une fois ça en description. Voilà, donc vous vous êtes inscrit, donc vous vous êtes allé au guichet de la Banque Carrefour des entreprises, vous avez donné vos codes NAS et vous avez reçu votre code à 10 chiffres. Il faudra ensuite vous inscrire à la TVA. Alors, on va regarder ici. Donc, une fois votre entreprise inscrite à la Banque Carrefour des entreprises, vous recevrez votre numéro d'entreprise à 10 chiffres. Une fois inscrite auprès de la TVA, ce sera le même code qui sera à la fois pour votre TVA et pour votre entreprise. Alors, pour activer votre numéro de TVA, vous pourrez remplir un formulaire en ligne. Encore une fois, je vous mets ça en description ou tout simplement vous le retrouvez sur ce site. On va cliquer dessus. Voilà, donc vous pouvez remplir le formulaire en ligne, mais comme c'est noté aussi ici, voilà, vous pouvez aussi faire appel au guichet des entreprises agréées moyennant quelques frais. Alors, moi, ce que je vous conseille, encore une fois, faites au plus simple. D'accord? Donc, si de toute façon, vous devez aller au guichet des entreprises pour inscrire votre entreprise, et demandez directement qui vous inscrive à la TVA. Vous pouvez le faire vous-même, du coup, c'est gratuit. Mais sinon, faites-le. Je crois que ça coûte, encore une fois, 80 €, je crois. Mais au moins comme ça, vous êtes sûr que c'est fait, ça sera beaucoup plus rapidement fait également parce qu'ils ont l'habitude. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc, voilà, vous allez payer pour l'inscription à la banque centrale des entreprises et pour l'inscription à la TVA. Et c'est à peu près tout. On va le voir après au niveau des coûts. Voilà. Mais comme ça, vous savez comment il faut faire. Si jamais, encore une fois, je vous mets tout ça en description, mais demandez à ces entreprises qui sont les guichets d'entreprises agréées de le faire à votre place. Ça sera beaucoup plus facile. Donc, une fois que vous avez ça qui est fait, alors attendez, je vais juste recliquer là-dessus comme ça, on est bien sûr qu'on va uniquement aux éléments obligatoires. Voilà, demandez les autorisations si nécessaire. Donc, encore une fois, vous avez un outil. Donc, je remonte juste parce qu'ici, vous avez l'outil pour regarder si vos qualifications professionnelles peuvent être reconnues, ici. Et ici, c'est si votre métier a besoin d'autorisation. Restaurateur, encore une fois, marchand ambulant, il y a besoin d'autorisation et donc vous devez les demander. Vous pouvez faire la recherche ici, si oui ou non. Encore une fois, tous les métiers de freelance, de prestation de services pour d'autres entreprises, il n'y a pas besoin d'autorisation. Mais ici, voilà, vous avez encore une fois les explications. Donc, vous avez les autorisations spécifiques à chaque région qui sont ici. Et voilà, déterminer si les activités économiques que vous souhaitez exercer dans votre entreprise ainsi des autorisations spécifiques pour être peut être chronophage. Nous vous proposons donc un outil en ligne, voilà l'outil que je vous ai montré juste avant, qui vous aidera à déterminer quel code NAS nécessite des autorisations. Donc c'est en fonction des codes NAS que vous allez savoir si oui ou non, eh bien, vous allez devoir avoir une autorisation. Encore une fois, je vous mets la liste des codes NAS en description, comme ça vous pouvez checker tout ça et ensuite utiliser cet outil pour voir si oui ou non il y a besoin d'une autorisation. Mais encore une fois, je vous dis, vous n'aurez pas besoin d'une autorisation si vous faites de la prestation de services pour d'autres entreprises. Ensuite, ça c'est important, très très important, affiliez-vous à une caisse d'assurance sociale, c'est obligatoire. Vous devez absolument, en tant qu'indépendant, être affilié à une caisse d'assurance sociale. Pourquoi? Parce que vous allez devoir payer vous-même vos assurances sociales. Donc, chaque indépendant gère entreprise, à l'exception d'un mandat, voilà, qui n'est pas lié par un contrat de travail. Bon, voilà, cela garantit certains droits obligatoires en matière de sécurité sociale tels que les allocations familiales, les indemnités de maladie ou d'invalidité, l'assurance maternité, pension, assurance, faillite, etc. Donc, vous devez absolument vous inscrire. Donc ici, vous avez un peu plus d'informations. Je vous mets encore une fois en description la liste de toutes les caisses d'assurance. Comme ça, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux.
Et vous devez, en tant qu'indépendant, donc c'est noté ici, vous devez également avoir une mutuelle. D'accord? Donc, pour être encore plus assuré, vous devez vous affilier à une mutuelle. Donc, je vous mets également une liste des mutuelles en description que vous pouvez regarder. Et encore une fois, il vous l'explique, donc les guichets d'entreprises agréées vous proposent des services. Donc, pour vous inscrire directement aux assurances sociales et aux mutuelles, encore une fois, oui, ça va coûter un petit peu 50 €, 80 €, 80 €. Moi, je vous conseille, demandez encore une fois au guichet d'entreprise agréée de le faire à votre place. Encore une fois, ça va vous faire gagner un temps fou. Ça va vous éviter de perdre trop de temps et vraiment, vous êtes sûr que c'est bien fait, tout en ordre. Moi, je vous conseille de le faire par le guichet des entreprises agréées lorsque vous allez aller là-bas. Hem mais évidemment, si vous voulez tout le faire, à la main, on va dire, ou le faire vous-même, eh bien, vous savez que vous pouvez le faire et vous avez toutes les informations ici. Et en description, les liens pour les caisses d'assurance sociale ainsi que les mutuelles. Et ensuite, dernière étape, inscrivez-vous en tant qu'employeur. Donc, toute entreprise qui souhaite employer du personnel en Belgique doit s'inscrire en tant qu'employeur. Donc ça, c'est si vous voulez, employer des gens. Ce ne sera certainement pas le cas au début, mais voilà, vous savez encore une fois que vous avez les informations avec les liens qui sont ici. Encore une fois, donc des frais sont facturés si vous passez par des guichets d'entreprises agréés, mais elles peuvent le faire à votre place, encore une fois. Donc, il y a toujours cette question, est-ce qu'il faut payer ou pas pour faire les choses? Moi, ce que je vous conseille, alors bien sûr que si vous avez vraiment un budget très, 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 très limité, eh bien faites-le vous-même, ça prendra plus de temps. Maintenant, si vous pouvez vous le permettre, oui, ils vont prendre évidemment des frais, ce qui est normal, ils vont travailler pour vous, mais vous êtes sûr que c'est bien fait et ce sera fait plus rapidement s'ils le font à votre place. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est réellement prendre contact le plus rapidement possible avec l'un des 8 guichets agréés des entreprises pour qui fassent tout ça à votre place et qui vont vous aider dans les démarches. Ça sera beaucoup plus facile. Mais encore une fois, vous pouvez le faire tout seul et cette vidéo, elle sert à ça aussi pour que vous puissiez voir comment le faire tout seul. Voilà, donc maintenant, on a vu les étapes à suivre. Donc, vous avez le site qui est, je reviens en arrière, qui est celui-ci, encore une fois, qui est en description, qui décrit exactement les étapes à suivre, ainsi que tous les liens utiles. Encore une fois, les liens, moi, je les mets également en description, mais celui-ci est réellement le plus important. Et moi, je vous le redis encore une fois, je vous conseille réellement de passer par l'une des 8 entreprises agréées pour donc la liste que je vous ai montrée avant. Il y en a 8, les guichets des entreprises agréées qui vont pouvoir faire tout ça pour vous aider. Ça va coûter un tout petit peu, mais honnêtement, ça vaut la peine. Alors maintenant, combien ça coûte d'être indépendant? Alors, l'inscription auprès de la banque Carrefour des entreprises, ça coûte environ 100 €. Je dis environ parce que, évidemment, ça dépend de chaque année. Et ça dépend également si vous passez par le guichet des entreprises ou pas. Donc, c'est environ 100 €. L'inscription à la TVA, encore une fois, c'est entre, alors ça, j'ai vu plusieurs chiffres, mais c'est entre 60 et 100 € pour faire simple, 60 et 80, d'accord? Donc, voilà un petit peu combien ça coûte. C'est à peu près tout ce que vous allez réellement devoir payer lorsque vous allez commencer. Maintenant, il y a d'autres coûts. Par exemple, il y a d'autres coûts éventuels, par exemple des frais de conseil juridique. Si vous souhaitez demander à une personne de vous accompagner, mais il y aura des coûts. Par exemple également, si vous demandez à l'un des guichets des entreprises agréées, ben, il y aura des coûts. Exactement, ça va dépendre encore une fois, mais entre 90 et 150 € de l'heure. La création d'un site web, par exemple, entre 1 000 et 3 000 €, ça peut coûter. Et l'achat du matériel, évidemment, bah, ça c'est selon ton activité, l'achat du matériel. Mais souvent, le matériel, tu l'auras déjà si tu te lances en tant qu'indépendant. Il y a ensuite, évidemment, les coûts durant la vie de votre entreprise, donc les frais bancaires. Alors, c'est pas grand-chose, hein. Si vous faites un emprunt, mais il y a les coûts de l'emprunt, moi je vous conseille d'éviter, en tout cas au début, de faire un emprunt. Essayez d'abord de faire vous-même. Et si ensuite, si vraiment un emprunt, ça peut vous donner un coup de boost pour aller plus vite, là oui. Par contre, si vous voyez que vous n'arrivez pas à faire sans emprunt, ne commencez pas à faire un emprunt. C'est pas parce que vous faites un emprunt que, comme par miracle, eh bien, votre business va devenir florissant. Non, un emprunt, ça doit vraiment être quelque chose qui va vous permettre, là, vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne et maintenant vous avez besoin d'un emprunt pour aller plus vite. Mais voilà, c'est vraiment à ça que ça doit servir un emprunt et pas, comme par miracle, faire fonctionner votre entreprise, hein. Ça, c'est important. Moi, je ne vous conseille pas, en tout cas au début.
Évidemment, tous les abonnements à des outils pour votre business. Et ensuite, il y a les cotisations sociales et les impôts. Alors ça, c'est des pourcentages selon les chiffres d'affaires et les revenus. Et on va le voir précisément par la suite. Donc, on va revenir dessus, mais il y aura ceci, donc les cotisations sociales et les impôts durant la vie de l'entreprise. Donc, on va regarder tout ça ensuite. Maintenant, les assurances. Donc, comme on l'a vu, il y a les cotisations sociales. Donc, vous allez devoir vous affilier à une caisse d'assurance pour justement payer les cotisations sociales. Vous devrez les payer tous les 4 mois, les cotisations sociales. Ça sera en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, les cotisations sociales, ça vous permet d'avoir tout ce qui est pension, allocation, retraite de base, etc. Et la mutuelle, ça vous donne également le droit à l'assurance maladie, invalidité, etc., etc. Donc, vous devez, ça c'est obligatoire, cotisation sociale et mutuelle, vous devez vous être inscrit et je mets encore ça en description. Ensuite, il y a l'accident professionnel. Encore une fois, ça dépend quel type d'activité vous allez faire. Certaines activités imposent que vous soyez couvert également par une assurance d'accident professionnel. Et donc ça, il faut regarder avant de commencer, évidemment. Et encore une fois, le guichet des entreprises agréées va pouvoir vous aider, vous dire si oui ou non vous avez besoin d'une assurance accident pro. Tout comme vous avez également le droit de prendre un conseiller en assurance. Souvent, les rendez-vous avec les conseillers en assurance sont gratuits. Pourquoi? Parce que si vous prenez une assurance chez eux, eux vont recevoir un bonus de la part de l'assurance. Vous n'allez pas payer plus cher l'assurance, mais eux, c'est comme ça que ça fonctionne la rémunération pour eux. Donc, vous pouvez très bien également prendre un rendez-vous avec un conseiller en assurance qui va pouvoir vous dire si oui ou non vous avez besoin de telle ou telle assurance. Et je vous mets encore une fois tous les renseignements ici. Le lien est en description. Donc, se lancer comme indépendant, je vous mets ce lien en description par rapport aux assurances. Donc ça, c'est les assurances obligatoires. Maintenant, il y a les assurances qui sont conseillées. Donc moi, je vous conseille d'avoir une assurance RC professionnelle. C'est-à-dire que si vous causez un sinistre à d'autres personnes, votre assurance va pouvoir rembourser tout simplement à cette personne. Pourquoi? Parce que des fois, simplement, vous allez causer, voilà, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes électricien et vous faites une erreur, par exemple, vous lâchez votre caisse à outils sur le parquet. Si vous n'avez pas d'assurance RC professionnelle, donc une responsabilité civile, on appelle ça, eh bien, le parquet, le sol de la personne va être cassé. Si vous n'avez pas d'assurance, vous allez devoir le payer vous-même. C'est une assurance professionnelle. Lorsque vous allez faire des dégâts à d'autres personnes, une autre personne, durant le temps de votre activité professionnelle. Donc ça, c'est important. Moi, je vous le conseille sincèrement. Ça coûte pas très cher en plus. Donc ça, je vous le conseille. Ensuite, c'est une protection juridique entreprise. Donc si, par exemple, vous avez un litige avec un client, mais qui ne se résout pas à l'amiable. Par exemple, un client qui ne paye pas. C'est possible. Il y a des fois des clients qui ne payent pas. Vous essayez tout ce que vous pouvez. Il ne veut toujours pas payer. Des fois, c'est compliqué. Le mettre en poursuite, ça peut coûter cher, etc. Si vous n'avez pas de protection juridique. Donc, le fait d'avoir une protection juridique, la protection juridique pourra, par exemple, vous aider à résoudre ceci, mais aussi s'il y a un client qui vous fait un procès peut-être, la protection juridique va également pouvoir vous protéger. Et ça ne coûte pas non plus extrêmement cher, honnêtement, et ça peut être très, très intéressant. Et peut-être d'autres activités, d'autres assurances selon votre activité. Encore une fois, donc moi j'ai mis ici, donc demandez à un conseiller en assurance. La plupart du temps, c'est gratuit. Et attention, parce que votre contrat d'assurance personnelle ne vous couvre pas en cas d'un incident qui survient dans le cadre de vos activités professionnelles. D'accord? Donc, c'est deux choses qui sont séparées. Même si, effectivement, comme on l'a vu, en tant qu'indépendant, vous êtes votre propre entreprise, c'est quand même pas la même chose d'avoir une assurance pour votre vie privée ou une assurance pour votre vie professionnelle. Donc, c'est vraiment important. Alors évidemment, une assurance, on se dit toujours que ça coûte cher jusqu'au jour où on en a besoin. Et là, on se dit, on a bien fait d'apprendre parce que ça peut vite arriver. Et les montants peuvent vite monter très haut. Donc voilà les assurances que je vous conseille. Donc, encore une fois, la liste des assurances sociales et des mutuelles sont en description. Ça, c'est vraiment les choses qui sont absolument obligatoires. Maintenant, le compte en banque. Alors, le compte en banque, en tant qu'indépendant, ce n'est pas une obligation d'avoir un compte en banque uniquement pour votre activité d'indépendant, mais c'est très, très fortement recommandé. Pourquoi? Ça vous permet déjà de séparer vos finances. Ce sera beaucoup plus facile aussi de tracer, par exemple, si vous ne vous rappelez plus
combien vous avez payé, qui a payé, etc. Bah, vous avez juste à remonter sur votre compte bancaire et vous allez voir eh bien, à quel moment la personne a payé. Si tout ça est mélangé avec vos dépenses personnelles, c'est compliqué. Et aussi beaucoup plus de transparence. Il y a aussi une image de professionnalisme. Si par exemple il y a un contrôle et que vous avez un compte bancaire que pour votre activité indépendante, c'est beaucoup plus pro. Ça facilite également énormément le côté administratif. Vraiment, lorsque vous devez faire votre comptabilité, c'est beaucoup plus facile. Le suivi financier. Et il y a également pas mal de banques qui proposent des services spécifiques et des offres spécifiques pour les personnes qui ouvrent un compte pour leur activité d'indépendant. Donc ça peut être intéressant également. Je rappelle qu'en Belgique, vous devez avoir une banque belge, en tout cas un compte bancaire dans une banque belge pour votre activité. Alors maintenant, un gros morceau, la TVA. Alors, la TVA, ça signifie déjà taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect. Ça veut dire quoi? C'est un impôt qui est perçu par l'État, mais qui est encaissé par les entreprises. Donc, toi, avec ton entreprise d'indépendant. Donc, c'est encaissé par les entreprises et ensuite reversé à l'État par les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un impôt indirect. Alors, en Belgique, il y a pratiquement tout le monde, toutes les entreprises, sauf si tu as une dérogation, toutes les entreprises sont affiliées à la TVA. Donc, tu peux considérer qu'en tant qu'indépendant, tu vas être soumis ou soumise à la TVA, donc tu vas devoir faire des décomptes de TVA. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un gros morceau. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Donc, les indépendants doivent collecter la TVA sur leur vente et la reverser au fisc. Ils peuvent du coup récupérer la TVA payée sur les achats professionnels. Par exemple, je t'explique, si tu achètes un ordinateur pour ton activité professionnelle, un ordinateur qui coûte 1000 € par exemple, c'est avec TVA qui est incluse quand tu l'achètes dans le commerce. Mais sur ces 1000 €, il y a de la TVA en Belgique, elle est de 21%. Donc, il y a 210 € de TVA. Eh bien, ces 210 €, tu vas pouvoir te les faire rembourser. D'accord? Donc là, ça, c'est intéressant parce que en tant qu'entreprise, en fait, tu ne payes pas la TVA. C'est le client final qui paye la TVA. Toi, par contre, tu l'encaisses, la TVA, et tu la redonnes à l'État. Donc, toi, lorsque tu fais un achat pour ton activité professionnelle, eh bien, tu vas pouvoir te faire rembourser la TVA. Donc là, ça, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir profiter de faire passer par exemple, si tu prends un ordinateur, évidemment, tu vas aussi pouvoir l'utiliser pour ton côté privé, pour ta vie personnelle. Et donc, ça devient intéressant parce que tu payes sans la TVA pour certaines choses. Évidemment, tu ne vas pas pouvoir tout faire passer sous forme de frais d'entreprise. On le verra après ce que tu peux faire passer sous forme de frais d'entreprise, mais les achats professionnels, tu vas pouvoir les faire passer sous euh, frais d'entreprise et donc ne pas payer la TVA, donc tu vas payer un peu moins cher. Voilà un petit peu. On va revenir un tout petit peu dessus sur la TVA avec des vrais chiffres pour demander des exemples. Il y a 4 taux, il y a le taux standard, réduit et le taux zéro. Évidemment, tu vas devoir facturer conformément aux obligations fiscales. On va voir exactement à la fin de la vidéo comment facturer. Et voilà. Voilà les taux standards, donc ce sera 21%, c'est pratiquement certain. Parce que sinon, oui, tu n'es pas dans les transports publics, la rénovation, etc. Donc, 21%. Maintenant, déclarer sa TVA. Alors, tu vas devoir faire un décompte de TVA. Alors, je vais te dire très honnêtement, en Belgique, en tant qu'indépendant, étant donné que tu dois faire des décomptes de TVA, c'est quelque chose qui, alors, c'est pas extrêmement complexe, mais ça prend un temps, honnêtement, que tu ne dois pas passer à faire une déclaration de TVA. Toi, tu dois passer ton temps à trouver des clients et à travailler pour tes clients, pour ton business. Faire une déclaration de TVA ne va rien t'apporter en termes de plus-value pour ton business. Donc, fais-le faire par quelqu'un. D'accord? Il y a des entreprises, encore une fois, je te le mets en description, des entreprises qui vont pouvoir le faire à ta place. Donc, moi, je te conseille très sincèrement de faire la déclaration et toute la TVA à quelqu'un parce que c'est quand même assez complexe. Vraiment. Parce que, par exemple, on le verra après,
Lorsque tu vas au restaurant, par exemple, tu as le droit, lorsque tu vas au restaurant avec des clients, tu as le droit de le compter comme frais d'entreprise, mais qu'à 69% seulement. Donc là, ça devient très complexe parce que ça veut dire que dans ta déclaration de TVA, tu ne peux récupérer que 69% de la TVA. D'accord? Donc ça devient vraiment des choses très complexes au niveau des écritures, même en tant qu'indépendant. Donc honnêtement, fais-le faire à quelqu'un. Donc, on va quand même regarder un tout petit peu ça, mais honnêtement, fais-le faire par quelqu'un. Ça sera beaucoup plus facile. Tu ne feras pas d'erreur au moins et tu vas gagner du temps et éviter de faire des erreurs. Maintenant, si vraiment tu as envie de le faire toi-même, la déclaration doit être faite soit par trimestre, soit par mois. Si par mois, c'est lorsque tu fais de la vente à des particuliers directement aux consommateurs finaux. Par exemple, si tu fais du e-commerce, tu vas faire une déclaration tous les mois. Par contre, si tu fais par trimestre, ça c'est lorsque tu vends à d'autres entreprises, par exemple, eh bien, tu peux faire tous les trimestres. Moi, je te conseille vraiment, alors tu pourrais choisir de le faire tous les mois, mais moi, je te conseille de le faire par trimestre, tu perdras beaucoup moins de temps. Et donc, si vous optez pour une déclaration par trimestre, tu dois le faire sur le site, donc Intervat, ou Intervat, je ne sais pas comment on dit, je te le mets ici. Hop, je vais te montrer ça. Voilà, donc le site qui est ici, donc c'est une fois que tu auras tes identifiants. Moi, je ne peux pas le faire évidemment, vu que je n'ai pas mes identifiants. Mais voilà, tu vas devoir déclarer ta TVA, donc toute la TVA que tu as perçue, donc que tu as perçue parce que tu as fait des factures avec de la TVA dessus. On va le voir encore après. Donc ça, c'est toute la TVA que tu as perçue, donc que tu as encaissée. Et tu vas également devoir déclarer toute la TVA que tu as payée. Lorsque tu as, peut-être tu as des fournisseurs qui t'ont fait des factures, tu as eu une TVA dessus, donc tu l'as payé cette TVA, donc il va y avoir comme une balance de TVA. Et ensuite, eh bien, l'État va te dire, OK, bah, vous devez encore nous payer tant de TVA. Parce que vous avez encaissé tant de TVA et vous nous la devez. Et donc, au plus tard, vous devez, par exemple, le 20 janvier, vous devez faire pour les 3 trimestres de l'année d'avant. Le 20 avril, le 20 juillet, le 20 octobre, à chaque fois pour le trimestre précédent, vous devez faire votre déclaration de TVA au maximum. Et donc, comme je l'ai dit, vous devez déclarer le montant de TVA que vous avez encaissé. Donc, sur les factures que vous avez faites vous-même à vos clients, vous avez encaissé la TVA et la TVA que vous avez payée. Vous devez déclarer ceci et ça va faire une balance que vous devrez ensuite payer à l'État. Donc, un exemple ici, donc, montant total hors taxe que vous avez facturé 100 000 euros. Donc, vous avez fait un chiffre d'affaires de 100 000 euros hors taxe. Donc, ça veut dire que si on prend le TTC, donc c'est-à-dire qu'il y a 21% en plus encore, non, parce qu'il y a la TVA en plus, donc vous avez fait un chiffre d'affaires de 121 000 euros TTC. Donc là, c'est le chiffre d'affaires hors taxe, et ça, c'est le chiffre d'affaires TTC. Donc, la part de la TVA est de 21 000 euros. C'est la TVA que vous avez encaissée et donc que vous allez devoir payer. D'accord? Vous l'avez encaissée et elle n'est pas pour vous. D'accord? Vous ne devez jamais, honnêtement, jamais considérer la TVA dans votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires doit vraiment toujours être pris hors taxe. Et toute la TVA que vous encaissez, moi, je vous conseille de la garder, même sur un compte, uniquement un petit compte TVA. Comme ça, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Parce que sinon, ça peut vite vous embêter, surtout quand on est à 21% de TVA. On peut vite l'utiliser pour autre chose, on va dire. Et quand on a une grosse facture de TVA, ça peut vite faire assez mal. Donc, moi, je vous conseille, sur chaque facture, lorsque vous avez vos 21% de TVA que vous encaissez, mettez-la sur un compte et comme ça, vous servirez pour payer la TVA à l'État. Maintenant, il y a les dépenses. Donc, ce que vous avez payé, il y a également une TVA. Ça, c'est la TVA que vous aurez payée et donc que vous pourrez déduire. Donc, imaginons que vous travaillez avec des fournisseurs. Donc, vous avez acheté, par exemple, pour 25 000 euros hors taxe de prestations ou de matériel. Et donc, si on prend le TTC, c'est ce que réellement vous aurez dû débourser, c'est 30 250 euros. Donc, il y a un montant de 5 250 euros de TVA que vous avez déjà payé. Donc, que vous allez pouvoir vous faire rembourser. Donc, dans votre déclaration d'impôt, dans votre déclaration de TVA, vous allez devoir déclarer 21 000 euros de TVA que vous avez encaissé, 5 250 euros de TVA que vous avez déjà payé, et donc l'État va tout simplement, c'est pas plus compliqué, faire la balance de tout ça, donc 21 000 euros moins 5 250,
ce qui nous fait 15 750 si je ne me trompe pas, et donc l'État va vous dire « Ok, eh bien vous nous devez encore 15 750 €. Voilà, tout simplement. Comment ça va fonctionner. Alors maintenant, on va voir les cotisations sociales. Donc ça, c'est vous ne pouvez pas y déroger. De toute façon, vous allez devoir payer ces cotisations sociales. Donc, c'est sur le chiffre d'affaires hors taxe. Donc, si vous êtes un indépendant à titre principal, vous devez payer 20,5% sur la tranche de chiffre d'affaires allant de 0 à 70 857 €. Ensuite, 14,16% par an, sans S, excusez-moi, sur la tranche allant de 70 000 à 104 000. Et ensuite, au-delà, voilà, etc. Donc, on va faire les calculs après. Alors maintenant, c'est la même chose pour un indépendant, sauf que en dessous de 1 815 €, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de cotisation sociale. Voilà, ça c'est un petit pourquoi, parce qu'en fait, vous en payez déjà avec votre activité principale, donc ils vous font un petit cadeau ici, même si de toute façon, si vous gagnez que ça, on va dire, c'est pas, voilà, vous n'allez pas devenir riche uniquement avec ça. Mais sinon, dès que vous avez dépassé ce montant, il y a le même taux, qui s'applique. Maintenant, en plus des cotisations sociales, il y a aussi les frais de gestion des caisses d'assurance sociale. Et donc, vous rajoutez 4,05% des cotisations. Donc, on va encore une fois voir un exemple. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est la cotisation, parce que c'est trimestriel que vous devez payer. Dans tous les cas, au minimum, vous devez payer 875,03 au minimum. Et au maximum, c'est 5014. Alors, au maximum, et ensuite, si vous avez besoin de payer plus, c'est à la fin de l'année, après votre déclaration d'impôt, etc., qu'il peut y avoir un ajustement si vous devez payer encore plus ou encore moins. Mais par trimestre, ça c'est le minimum et ça c'est le maximum. Je vais vous montrer un exemple. Avant ça, en tant qu'indépendant au tout début, lorsque tu vas débuter, évidemment, tu ne peux pas soumettre de revenus. Tu ne sais pas combien tu vas gagner. Donc, par contre, tu vas donner une estimation de combien tu vas gagner, combien tu penses gagner. Donc, les 3 premières années, vos cotisations sociales sont par conséquent basées sur un revenu estimé. Et donc, tu vas avoir un forfait à payer. Et ensuite, 2 ans après le début de ton activité, eh bien, le fisc va pouvoir communiquer tes revenus à ta caisse de compensation sociale. Et là, comme ça, vous allez vraiment commencer à pouvoir payer de manière beaucoup plus juste les cotisations sociales. Donc, vous recevrez durant le premier mois du trimestre, parce que c'est tous les trimestres que vous payez les cotisations sociales, durant le premier mois, tu vas tout simplement recevoir un décompte de la part de ton assurance sociale avec les revenus qu'ils appliquent comme calcul de base, les cotisations dont vous êtes redevable et le délai de paiement. Tout simplement, en fait, lorsque vous allez vous inscrire à la caisse de compensation, vous allez donner un montant que vous pensez faire durant l'année, et en fonction de ça, eh bien, ils vont estimer le revenu, enfin, pas le revenu, pardon, mais le montant des cotisations sociales que tu vas devoir payer. Évidemment, si tu vois que ton chiffre d'affaires est plus important que ce que tu pensais faire au début, tu peux adapter tes cotisations sociales. Donc, tu peux simplement appeler ta caisse de cotisations sociales et leur dire bah, écoutez, je vais faire un chiffre d'affaires plus important. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez augmenter mes cotisations sociales parce que sinon, que vous soyez surpris à la fin de l'année lorsqu'il y aura un ajustement des frais. Donc, ça, c'est important. Voilà, évidemment, comme j'ai mis la fin, voir tous les détails avec la caisse à laquelle vous êtes affilié parce qu'ils sont là pour ça. C'est leur métier de vous conseiller par rapport à ça aussi. Moi, je te conseille toujours, alors pas au début, mais vraiment quelque chose de juste. Mais si tu as un doute sur le chiffre d'affaires que tu vas faire, il vaut mieux déclarer un tout petit peu plus à ta caisse de cotisation sociale. Donc, imaginons que tu penses faire 55 000, dis que tu vas faire 60 000. Comme ça, tu payes un tout petit peu plus et au moins, tu vas être remboursé l'année suivante de ce montant-là. Comme ça, tu es tranquille, tu es sûr de ne pas payer trop cher. Parce que si d'un coup, tu te retrouves à devoir payer 2 000 à 3 000 € d'un coup, ça peut faire mal si tu n'as pas payé assez. Alors, un petit exemple. Imaginons que tu fais un chiffre d'affaires hors taxe de 80 000 €. Donc, comme on l'a vu, je reviens en arrière, comme on a vu, il y a un taux de 20 et un taux de 14. Donc,
un taux de 20 000 jusqu'à ce montant-là, donc tu vas avoir payé 14 000 et quelques. Ensuite, sur la deuxième partie, donc de 70 000 à 80 000, tu vas avoir payé 14%. On fait le calcul, etc. Donc, tu dois payer 1294. Donc, le sous-total est de 15 820. Mais je te rappelle qu'il y a les frais de gestion des cotisations qui est de 4,05. Donc, tu rajoutes à ça, tu rajoutes 4%. Donc, tu rajoutes 640. Et donc, 15 820 et des poussières plus 640, ça fait 16 462,02. Donc, sur 80 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, tu vas devoir payer en cotisation sociale 16 462,02 euros. Voilà le calcul que tu dois faire. Et je te mets ici, et encore une fois en description, un calculateur en ligne pour que tu puisses simuler tes cotisations sociales. Et je fais l'exemple, ça tombe pile là-dessus d'ailleurs, donc c'est parfait, le calcul est bon, je sais calculer, c'est magnifique. Alors maintenant, les frais pro. En tant qu'indépendant, tu as le droit de déduire des frais professionnels. Pourquoi? Parce que c'est normal, si tu fais des frais pour ton activité professionnelle, eh bien c'est normal que tu puisses les déduire avant de devoir payer des impôts. Alors, c'est normal, même si par exemple en France, en tant qu'auto-entrepreneur, ils n'ont pas le droit de déduire des frais professionnels, ce que je trouve un peu bizarre, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. En Suisse, on a le droit également de déduire des frais professionnels, et ça c'est quand même extrêmement intéressant parce que ça réduit énormément les impôts. Donc, il y a des frais que tu peux déduire à 100%. Donc, tout ce qui est hébergement, frais de publicité, matériel de bureau, vêtements pro, tous les frais de consultant, si tu prends un consultant, des formations à des séminaires, des frais de représentation, par exemple. Si tu dois te rendre à un endroit, tu peux déduire ça, pardon. Et donc, il y a encore les cotisations sociales, donc celles qu'on vient de calculer ici, que tu peux également déduire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ça va te diminuer fortement tes impôts. Maintenant, il y a d'autres frais professionnels qui sont déductibles que partiellement. Par exemple, les frais de réception. Donc ça, c'est déductible à 50%. Donc, par exemple, si tu organises un petit événement, si voilà, tu fais venir des gens, etc. Donc ça, tu peux déduire qu'à 50%. Les frais de restaurant, si tu invites des clients au restaurant, c'est important aussi de le faire, mais tu peux déduire qu'à 69%. Alors pourquoi ils le font? Je pense que c'est assez malin comme ça, parce que sinon, tu peux beaucoup trop facilement dire, voilà, bah, je suis allé au restaurant alors qu'en fait, tu étais avec un ami ou une amie, et tu peux déduire. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis à 69%. Je trouve honnêtement ça assez intelligent. Et ensuite, les frais de déplacement. Tu as aussi le droit. Alors, par contre, ça va varier même selon le type de locomotion. Et même, j'ai même vu que c'est en fonction de l'essence que tu utilises. Alors, là, encore une fois, c'est compliqué. C'est pour ça, encore une fois, que moi, ce que je te conseille, c'est vraiment pour toute la partie TVA, décompte, impôt, fais-le faire par quelqu'un. Vraiment, ça va te coûter quelques centaines d'euros, mais par contre, tu vas gagner énormément de temps et énormément d'argent. Tu vas éviter de faire des erreurs. Donc, voilà un petit peu ce que tu peux déduire. Alors maintenant, comment calculer ses impôts en tant qu'indépendant en Belgique? Eh bien, en fait, c'est la même chose, c'est le même barème que les impôts de tout le monde, tout simplement. Par contre, les impôts sont calculés vraiment sur le revenu. Donc, le revenu, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les charges. Donc, toutes les charges qu'on a vues là. D'accord? Et aussi, évidemment, on va le voir encore après, les charges, par exemple, d'autres fournisseurs que tu aurais pu payer. D'accord? Donc, ton chiffre d'affaires, moins les charges des fournisseurs, moins toutes les charges déductibles ici, ça va te donner ton revenu. Et ensuite, eh bien, tu vas payer ces pourcentages en fonction de ces revenus. Et prenons un exemple que tu as un revenu de 40 000 euros, eh bien, tu vas payer donc 45%, donc 18 000 euros d'impôts. Voilà pour le calcul des impôts. Et maintenant, on va regarder un exemple réellement complet. On va partir du chiffre d'affaires et on va regarder tout ça. Donc, imaginons, tu as pris donc un chiffre d'affaires de 100 000 euros hors taxe. Donc TTC, comme on l'a vu avant, ça fait 121 000 euros. Donc tu vas encaisser 21 000 euros de TVA. Ça, moi, je te conseille, tu le prends, tu le mets en sécurité sur un compte. Ça, c'est que pour la TVA. Tu ne le touches pas pour autre chose parce que sinon, tu peux vite être embêté. Donc, tu as fait un chiffre d'affaires de 100 000 euros hors taxe. Tu as eu des dépenses, des fournisseurs, par exemple. Évidemment, tu as dû payer des fournisseurs directement. Par exemple, si tu crées un produit, tu dois payer des fournisseurs pour un montant de 25 000 euros hors taxe, donc 30 250 euros TTC. Tu as donc déboursé 5 250 euros de TVA
Et donc, tu vas, lors de la déclaration de TVA, devoir payer à l'État la différence entre ces deux. Voilà, ça c'est pour la TVA. Maintenant, les cotisations sociales. On va refaire le calcul ici, je ne vais pas tout le refaire, mais je te rappelle qu'il y a 20% jusqu'à cette tranche-là, 14% ensuite jusqu'à 100 000. On prend ici le chiffre d'affaires hors taxe. Donc là, il y a 14% sur les 29 000, sur la tranche, là, il y a 29 000 de 70 857 jusqu'à 100 000. Donc 14% de 29 000, ça fait 4 126. Et donc, sous total, donc c'est ce montant-là plus ce montant-là. Et tu dois rajouter 4% de frais de gestion des cotisations. Et donc 4%, c'est ceci. Bref, ça te fait 19 407,8 euros de cotisation sociale à payer. Maintenant, les charges professionnelles que tu vas pouvoir déduire. Alors, évidemment, il y a les fournisseurs, 25 000 euros hors taxe. Le loyer, on prend tout hors taxe. À chaque fois, on prend hors taxe, tout hors taxe. Le loyer, imaginons 3 000 euros hors taxe. Formation, 3 000 euros. Assurance, 1 500, c'est des exemples. Restaurant, j'ai pris l'exemple. Imaginons que tu as eu sur toute l'année 1 500 euros de restaurant avec des clients. Tu peux déduire qu'à 69%, donc tu peux déduire 1 035 euros seulement, hors taxe. Et donc, le total des charges pro déductibles est de 33 535 euros que tu vas pouvoir déduire. Et donc, quel calcul est-ce qu'on doit faire? Ton revenu, ça va être ton chiffre d'affaires moins tes cotisations, moins tes charges pro. Donc, tous ces calculs, on les a fait ici. Les charges pro, c'est ici. Les cotisations sociales, c'est ici. Et donc, 19 000, 33 000. Et donc, tu as un revenu de 47 057,20 euros. Donc ça, c'est, si on veut bien, c'est ton salaire avant impôt. C'est ton salaire avant d'avoir payé les impôts. Donc, avec ça, tu aurais un salaire de 3 921 euros avant d'avoir payé tes impôts. Donc, le taux d'imposition est celui-ci pour cette année en Belgique, qui peut varier un tout petit peu peut-être. Mais donc, on est dans la tranche la plus haute avec 47 000. Donc, 50% d'impôt. Il va te rester, après avoir payé 23 500 d'impôts, il va te rester 23 500 pour vivre après impôt. Et donc, tu as un salaire après impôt de 1 960 euros par mois. Voilà, mais ça c'est après impôt, évidemment. Voilà l'exemple concret. Donc, tu vois quand même qu'il faut faire passablement de chiffre d'affaires. Même ça, ce sont des chiffres. Donc, un montant qui est facturé par tes fournisseurs de 25 000 euros pour un chiffre d'affaires de 100 000 euros, c'est à peu près correct. Même, je vais peut-être un petit peu exagérer là-dessus. Peut-être sera que 15 000. D'accord? Mais tu vois quand même qu'il faut faire passablement de chiffre d'affaires pour avoir un revenu, un bon revenu. D'accord? Donc, comme ça peut vraiment te donner une bonne idée. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante en tant qu'indépendant, c'est évidemment toutes ces charges pro. Toutes ces charges pro. Par exemple, si tu as un ordinateur, une personne normale qui n'est pas indépendante va devoir payer son ordinateur avec son salaire ici. Par contre, toi, étant donné que tu as le statut d'indépendant, tu vas pouvoir payer ton ordinateur, alors même que tu vas l'utiliser, oui, tu vas l'utiliser pour du pro, mais tu vas aussi l'utiliser pour du perso. Tu vas pouvoir l'utiliser et le payer avec l'argent de ton compte d'indépendant. Et donc, le diminuer de ton chiffre d'affaires, parce qu'il rentre dans les charges professionnelles, et donc faire en sorte de diminuer ton revenu et donc de payer moins d'impôts. Donc en fait, c'est ça qui est extrêmement intéressant en tant qu'indépendant, c'est que tu vas passablement de choses. Par exemple, il y a des habits, on l'a vu, tu peux, des habits professionnels, tu vas pouvoir faire passer quelques habits professionnels sur ton activité d'indépendant. Tu vas pouvoir faire passer pas mal de déplacements, quelques restaurants aussi que tu fais, ils vont jamais savoir, on va pas se mentir, il ne faut pas le dire trop fort, mais ils vont jamais savoir. D'accord? Donc, tu peux faire passer passablement de choses sur ton statut d'indépendant et donc au final, tu vas avoir un salaire peut-être moins important au final, mais parce que tu auras fait passer beaucoup de choses sur ton statut d'indépendant. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, cette idée de payer avec ton compte d'entreprise, c'est même encore plus intéressant lorsque vraiment tu as une société. Là, c'est vraiment encore plus intéressant. Mais déjà, c'est très, très intéressant en tant qu'indépendant, tout ce que tu peux faire passer euh, sur tes charges professionnelles pour diminuer ton revenu et donc diminuer ton imposition. Par exemple, là, on a 47 000.
Donc en fait, l'objectif aurait été de juste passer en dessous de 41 000, donc il aurait fallu trouver 6 000 € de charges supplémentaires, par exemple un ordinateur, un appareil photo, etc. Oui, ce sont des charges professionnelles, mais peut-être que tu vas l'utiliser de manière perso, l'appareil photo. Mais si par exemple tu fais de la création de contenu ou du community management, ça peut totalement se justifier que tu aies besoin d'un appareil photo. Et donc, au lieu de l'acheter avec l'argent qui te reste à la fin, donc ce salaire ici, tu vas acheter ton appareil photo et le mettre en tant que charge d'entreprise. Imaginons, tu achètes un très bon appareil photo à 8 000 €. Et bien du coup, ça veut dire que ça va augmenter tes charges ici de 8 000. Donc, tu serais passé en dessous des 40 000 de revenus. Et donc, tu aurais gagné 5% d'imposition, ce qui est énorme. Ça t'aurait fait gagner quelques centaines de francs ici. Donc, voilà un petit peu l'idée là derrière, ce que je te conseille de faire en tout cas. Évidemment, il ne faut pas exagérer, il ne faut rien faire d'illégal, hein, mais voilà, ils savent très bien. C'est aussi pour encourager les gens à se lancer en tant qu'indépendants qui permettent ces choses-là, évidemment. Voilà, donc maintenant qu'on a vu tout ça, comment facturer correctement? Alors, lorsque vous facturez, c'est pas très compliqué. Alors, une facture, tu as déjà vu, je vais t'en montrer une après. Mais voilà la liste. Alors, on va pas forcément passer plus de temps dessus. Je te laisse peut-être faire une capture d'écran. Voilà ce qui doit apparaître sur une facture. Peut-être j'aurais envie de dire les choses les plus importantes. Le numéro de TVA doit apparaître, d'accord, que ce soit de ton client ou du tien. Également le prix unitaire, le montant hors taxe, le taux de TVA, ça c'est important, et le montant TVA comprise. Puis autre info légale, si exonération de TVA. Bon, normalement, toi, tu ne devrais pas être exonéré de TVA, donc il n'y aura pas besoin de mettre ça. Et il y a également la date d'échéance et le délai de paiement qui est important à mettre dessus pour que les clients vraiment puissent sachent qu'ils doivent payer à ce moment-là. Voilà en gros un petit peu tout ça, et je te mets encore une fois en description, eh bien c'est un exemple de facture, et c'est même un site, alors ça je vais juste te montrer parce que c'est extrêmement intéressant. C'est un site que j'ai trouvé qui te permet en fait, voilà, tu mets toutes les informations de ton entreprise, les informations de ton client avec justement la description, etc. Et ça va tu vas pouvoir recevoir directement une facture qui est déjà faite, une belle facture qui est toute faite. Je trouve assez intéressant comme outil, et c'est pour les indépendants en Belgique en plus. Donc c'est gratuit. Donc je te mets en description. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Tu n'as même pas besoin d'utiliser quelconque logiciel pour créer des factures. Il est là, c'est gratuit, et c'est fait vraiment nickel pour la Belgique. Donc je te mets ça en description. Alors maintenant, comment gérer sa comptabilité? Alors en tant qu'indépendant, la comptabilité, elle est simplifiée en comparaison d'une société. Dans une société, il faut faire différents comptes, différentes choses. Là, c'est beaucoup plus simple en tant qu'indépendant. Évidemment, tu es obligé de garder toutes les factures que tu as envoyées, toutes les factures que tu as reçues, même les tickets par exemple. Si tu vas au restaurant, tu dois absolument garder les tickets, évidemment. Et tu dois garder tout ça jusqu'à 7 ans, on peut te les demander. Donc, tu dois tenir un livre, ce qu'on appelle un livre des recettes, donc l'argent qui rentre, et un livre des achats, donc ce qui est sorti de manière chronologique. Et voilà ce qui doit apparaître dans ce livre, donc la date d'encaissement, le montant, le nom du fournisseur, la nature de la recette. Alors ça, c'est pas obligatoire d'aller dans ce détail-là, mais c'est quand même intéressant aussi pour toi. Le mode de règlement, si tu es payé par cash, par carte ou par virement. La référence de facture et la pièce justificative, comme on l'a dit. Donc, je te mets en description un document, et je vais te le montrer, un document où que tu peux utiliser justement pour gérer ta comptabilité, gérer ton livre des entrées, les livres des écritures de comptabilité. Donc c'est assez simple, mais évidemment, encore une fois, moi je te conseille de déléguer tout ça à une fiduciaire. Ça va être fait bien mieux que si tu le faisais toi, et ça va t'éviter de perdre du temps et de faire des erreurs. Donc moi je vais te montrer ce document que tu peux retrouver en description. Voilà, donc ce document ressemble à ça, c'est pas très compliqué, hein, c'est tout simplement plein de lignes, et tu vas ici mettre la date du paiement, soit lorsque toi tu l'as fait ou lorsque tu l'as reçu, le numéro de la facture, le nom, l'adresse du client, et là tu vas pouvoir mettre la catégorie. Donc en vert c'est lorsque tu reçois de l'argent, en rouge c'est lorsque tu les payes, lorsque tu dépenses de l'argent. Donc là, j'ai mis quelques catégories. Tu peux évidemment rajouter ou écrire toi-même une catégorie, hein. Ça, c'est pas un problème. Ici, le mode de règlement, donc virement bancaire, carte ou cash, tu pourras choisir. Là, si tu veux mettre une petite remarque. Et là, tu vas mettre, par exemple, c'est une entrée
ou une sortie d'argent. Voilà, une autre entrée. Voilà, c'est un peu beaucoup quand même. Une sortie. Voilà, bref. Et donc, ensuite ici, alors là, 20%, c'est pour la France, la Belgique sera 21% et ça va calculer automatiquement. Donc là, on met toujours TTC. Donc ça, c'est une entrée d'argent TTC. Pardon, ici, la première ligne, ah pardon, mais j'ai juste ici, je m'excuse, la première ligne, il ne faut pas mettre parce qu'en fait, la première ligne doit être pour le solde, on va dire, de l'année précédente. Donc, il y a juste ça qu'il ne faut pas mettre. Je m'excuse. Donc là, on met ici, tac. Donc ça, c'est le solde qui serait toujours sur ton compte à la fin de ton année. Donc là, ce serait, remarque, solde au 1, solde année dernière. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va dire qu'il restait 1000 francs sur le compte. Voilà. Ok, parfait ici. Tac, tac, tac. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, il restait 1000 francs ici, et ensuite, ça, ce sont des factures fournisseurs, ou ici, bah, tu as par exemple le restaurant, hein, par exemple. Voilà. Et donc, ici, tu as la TVA qui est due. Pourquoi? Parce que ça, c'est une entrée d'argent. C'est-à-dire que ton client a payé 1500 euros, mais c'est TTC. Et donc, toi, c'est-à-dire que tu as encaissé 315 euros de TVA, 21% de 1500. Donc ça, c'est la TVA que tu vas devoir payer. Maintenant, sur ces 289 euros ou francs que tu as payés, il y a également la TVA. Donc ça, c'est la TVA que tu peux récupérer. Elle est là, etc. Et donc, tout à la fin, ici, tu as la balance de TVA. Entre la balance à récupérer et la balance que tu as déjà perçue, eh bien, en fait, la balance est de 303,24. Donc, toi, ce que tu devras réellement encore payer à l'État, c'est 303,24 de TVA. Voilà un petit peu comment ça fonctionne ce tableau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je te mets ça en description et tu peux l'utiliser. Mais encore une fois, je te conseille vraiment de faire appel à une fiduciaire, que quelqu'un le fasse pour toi. Alors, simplement mettre les lignes, c'est pas compliqué, mais encore une fois, tu as la TVA, tu as toutes ces choses. Et honnêtement, moi, je te conseille de demander à une fiduciaire de le faire pour toi et qu'elle t'explique. Au pire, tu prends un rendez-vous avec elle et puis elle va te montrer exactement comment faire. Vraiment, moi, je te conseille. Alors maintenant, la déclaration en tant qu'indépendant, la déclaration d'impôt. Alors c'est la même déclaration que tu dois faire si tu es salarié que si tu es indépendant. Simplement, tu as d'autres éléments que tu dois remplir. Donc, je t'ai trouvé un article de blog. Évidemment, là, je ne peux pas tout te montrer précisément, mais j'ai trouvé un article de blog qui explique voilà, comment remplir ta déclaration d'impôt et qui va te dire exactement ce que tu dois remplir dans chaque catégorie. D'accord? Donc là, vraiment, ça va dans les détails de chaque catégorie de ta déclaration d'impôt. Ils te disent exactement ce que tu dois remplir, à quel endroit. Encore une fois, moi, je ne vais pas pouvoir t'aider là-dessus, parce que je ne suis pas belge, donc je n'ai jamais rempli une déclaration belge. Donc, mais ici, il y a vraiment tous les éléments, et donc tu vas pouvoir remplir cette déclaration parfaitement euh, en tant qu'indépendant en Belgique. Voilà donc les déclarations que tu vas devoir faire en tant qu'indépendant ou indépendante. La déclaration de TVA tous les mois ou tous les 3 mois sur Intervalle. Je te conseille tous les 3 mois. Je te mets le lien ici donc en description. Les cotisations sociales à payer tous les 3 mois. Donc d'abord, c'est une estimation, selon le revenu estimé. D'accord? Donc lorsque tu vas te déclarer à la caisse d'assurance, eh bien, ils vont te demander combien tu penses gagner et faire une estimation par rapport à ça. Et tu vas recevoir une facture de la part de ta caisse que tu vas devoir payer tous les 3 mois. Tu vas devoir payer les cotisations sociales. Et tu as également la déclaration d'impôt, parce que c'est à la fin de l'année. C'est une déclaration normale, mais avec avec d'autres éléments à remplir, les éléments qui sont spécifiques à un indépendant. Et encore une fois, bien, je te mets l'article de blog qui explique étape par étape vraiment les détails, comment remplir ta déclaration d'impôt d'indépendant. Encore une fois, tous ces éléments, mais ça fait 5 fois que je me répète, mais pour moi c'est extrêmement intéressant, d'autant plus en Belgique, en Suisse, honnêtement c'est assez facile à faire, en France aussi, mais là étant donné que tu as la TVA, rien que ça, pour moi, ça doit être un argument qui suffit à te dire, ok, c'est pas toi qui dois le faire. Honnêtement,
prends quelqu'un qui va le faire pour toi parce que ça peut vite être compliqué, ça peut te faire perdre un temps fou. Et ce temps que tu vas utiliser à faire tes déclarations, tu devrais l'utiliser pour trouver des nouveaux clients. Il suffit que tu trouves un seul nouveau client à la place de faire tes déclarations. Tes déclarations sont largement payées par ce nouveau client et même plus. Donc, tu gagnerais bien plus d'argent en faisant comme ça. Donc, vraiment, fais-le faire par quelqu'un. Tu prends une fiduciaire, un comptable qui peut te faire ça. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui aiment faire ça. Donc, franchement, demande à quelqu'un de le faire pour toi. Ça va te coûter quelques centaines d'euros par année. Mais franchement, ça sera beaucoup mieux, vraiment. Donc voilà, quelques derniers conseils. Lis attentivement tous les liens en description. Je ne suis pas un expert comptable, d'accord? Moi, j'ai juste voulu te regrouper en une seule vidéo tout ce dont tu avais besoin pour savoir comment te déclarer en tant qu'indépendant, faire tes déclarations de TVA, etc. Donc, lis attentivement, sépare clairement tes finances personnelles de tes finances pro. Tiens à jour un livre de comptabilité avec le document que je te mets en description. Même si tu le fais faire par quelqu'un, hein, d'accord? Tu peux aussi, toi, vite voir si ton activité est rentable ou pas grâce à quelques lignes de comptabilité. Et garde bien toutes tes factures. Et ensuite, garde une réserve financière pour faire face aux éventuelles périodes de faible activité. Forcément, tu auras des moments de 3 mois peut-être où tu auras un ou deux clients en moins que d'habitude. Donc, garde une petite réserve financière. Et la TVA également, garde. Donc, quand tu encaisses de la TVA suite à une facture que tu fais à tes clients, garde cette TVA sur un compte à part pour pas que tu aies une mauvaise surprise le jour où tu dois payer la TVA. Moi, je te conseille vraiment de faire comme ça. La TVA, ça peut vite poser de gros problèmes à certaines entreprises ou à certains indépendants si tu ne la gères pas comme il faut. Donc, c'est important. Et évidemment, je le répète une dernière fois, n'hésite pas à faire appel à un professionnel pour ouvrir ton statut d'indépendant. Honnêtement, tu as notamment les guichets des entreprises agréées qui va pouvoir te conseiller, t'aider, te conseiller quelqu'un qui va aussi pouvoir te suivre durant tout ce processus. Ça t'évitera de faire des erreurs et de perdre du temps. Et toi, tu vas pouvoir te focaliser sur la recherche de clients. C'est bien plus intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'il y a tout ce dont tu avais besoin. Je te mets, comme je te l'ai déjà dit, tous les liens en description. Et puis, tu peux également, si tu souhaites démarrer ton activité de freelance, eh bien, j'ai une formation gratuite que je te mets en description également, où je t'explique comment est-ce que tu peux devenir freelance et réussir à générer jusqu'à 10 000 euros par mois. Donc, c'est une formation qui est 100% gratuite, évidemment. Je te mets ça en description. Et moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!